Les troubles du neurodéveloppement sont des conditions qui affectent la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Ces troubles peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, notamment sur la capacité à communiquer, à socialiser, à apprendre et à s'adapter à de nouvelles situations. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Fabrice Pastor, neuropsychologue et cofondateur de l'Institut IRLES. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il contribuera à sensibiliser aux troubles du neurodéveloppement. Bonjour Fabrice! Bonjour, Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Fabrice Pastor, je suis donc neuropsychologue, c'est-à-dire que j'ai un diplôme de psychologie clinique spécialisé en neuropsychologie. J'ai été diplômé en 2008 à Bordeaux, Bordeaux 2, et après avoir été diplômé, j'ai eu, comme j'imagine beaucoup de mes collègues, eu des difficultés à trouver du travail parce que les ouvertures de postes étaient parfois un peu compliquées. Et donc, après pas mal de réflexions et notamment avec un collègue qui était psychologue et qui était, pour la petite histoire, un ancien maître de stage que j'avais, on a décidé de créer ensemble un institut qui, s'appelait à l'époque, l'Institut régional de lutte contre l'échec scolaire, donc IRLES, pour essayer en fait de, rencontrer des enfants et de proposer des bilans d'évaluation, dans les délais les plus courts possibles, avec une expertise et voilà, et répondre à la demande le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on a fait en 2010. On a créé ça en 2010. D'accord, super. Donc du coup, voilà, vous venez de nous expliquer que vous aviez créé l'Institut IRLES. Pouvez-vous justement nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'Institut? Parce que du coup, il s'est passé tout ce temps. Donc comment a évolué l'Institut et qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? Ah, on y trouve beaucoup de choses. Alors au départ, l'Institut IRLES, c'était pas compliqué. C'était de proposer, comme je vous l'ai dit, des bilans dans les délais les plus courts possibles. Notre objectif, c'était de proposer un premier rendez-vous sous 7 jours et de faire un bilan neuropsychologique, donc cognitif, avec des évaluations complètes sur le plan intellectuel, sur le plan des aptitudes de motricité, des aptitudes de langage, dans les délais les plus courts possibles. On essayait de tenir un délai de 15 jours. 15 jours, c'est très compliqué aujourd'hui, mais c'était l'objectif qu'on avait à la base. Et donc, au début, on a commencé un petit peu à essayer de créer du réseau sur Bordeaux et sa région, rencontrer différentes associations, rencontrer des mairies, rencontrer, les responsables de l'éducation nationale, donc l'ancien inspecteur général d'académie de Bordeaux, dans les années 2010 donc. Et hem et donc on est parti comme ça à essayer de débuter, avec quelques consultations au début, essayer de voir pour avoir des locaux. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de consultations, pour pouvoir développer. Et puis voilà, chaque année, on en a de plus en plus. Là, donc depuis 2010, à ce jour, c'est plus de, presque pratiquement 3 500 personnes qu'on a rencontrées, qu'on a dépistées, pour qui on a fait des bilans. Alors je dis personnes parce que c'est plus les enfants maintenant, c'est les enfants, les adolescents et les adultes. Et on est à peu près, actuellement sur une moyenne d'entre 400 et 500 patients par an qui sont rencontrés, qui viennent de toute la France. Donc toute la France, donc principalement évidemment sur la région de Bordeaux, sur l'agglomération de Bordeaux. Mais aussi, les départements limitrophes, la Dordogne, les Landes notamment. Et donc on propose des bilans d'évaluation principalement, c'est une des premières choses qu'on fait, pour, dépister notamment, principalement les troubles du neurodéveloppement. Après je vous expliquerai un petit peu ce que c'est en détail les troubles du Mm. neurodéveloppement. Mais aussi on propose, des thérapies qui peuvent être des thérapies individuelles, des thérapies familiales, voilà ce qu'on propose. Sachant que les demandes, donc à ce jour, elles ne sont pas uniquement ciblées sur les bilans puisque, on a la chance aujourd'hui depuis maintenant 12 ans d'avoir une bonne visibilité de l'Institut IRLES même sur toute la Nouvelle-Aquitaine et même au-delà. Et donc on reçoit beaucoup, d'autres demandes qui sont aussi des demandes, de conférences, des demandes de podcasts, des demandes de formation, d'intervention. Je reçois énormément, parce que j'ai pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux notamment. Et
Et donc, ben, voilà, et je traite à peu près entre 1600 et 1800 demandes de contact par an. Donc, les gens, quand ils remplissent les formulaires de contact, il y en a beaucoup, c'est pour des demandes de bilan, il y en a beaucoup, c'est pour d'autres choses aussi. Donc Super. voilà, voilà ce qu'on fait. Donc beaucoup de formations, beaucoup de conférences, beaucoup de travail sur ça. Essayer aussi de transmettre de l'information, de vulgariser l'information, ce qui n'est pas toujours simple parce que le domaine des troubles du neurodéveloppement, c'est un domaine qui est quand même complexe. Et, euh, et vulgariser l'information, c'est quelque chose qui est complexe aussi parce que ben, quand on essaie de vulgariser, on perd un petit peu de la substance en fait. Donc on peut Ouais. simplifier des choses. Il y a certains chercheurs parfois qui sont un peu agacés de voir qu'on simplifie à foison, mais le but, c'est pas nécessairement c'est pas toujours d'être hyper précis, mais c'est surtout de faire connaître les choses. Mm. Quand on a des troubles, par exemple, et que les gens après, même si c'est quelque chose d'assez illustratif et que les personnes se disent ah, mais tiens, ça me parle, peut-être mon fils ou quelqu'un de mon entourage semble avoir cette difficulté, je vais peut-être me renseigner un peu plus. Bah là, c'est gagnant en fait. Pour ça, c'est Mm. gagnant, quoi. Totalement. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir expliqué ce qui se passe à l'intérieur de cet institut. Et alors justement, aujourd'hui, on va parler des troubles du neurodéveloppement. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ces troubles? Bah, les troubles du neurodéveloppement, on va dire que bah, selon le DSM, le manuel statistique et diagnostic des maladies américain, DSM-5, les troubles du neurodéveloppement, on va dire qu'il en existe quatre groupes, un peu schématiques. D'abord, on a ce qu'on appelle les troubles 10, c'est-à-dire les troubles parfois appelés les troubles des apprentissages. Bah, les troubles 10, ça va être par exemple la dyslexie, dysorthographie, alors qui s'appelle plus 10, normalement on ne devrait plus utiliser le terme de 10 quelque chose depuis 2015 en France, pour la traduction française. Donc la dyslexie d'orthographie, c'est le trouble spécifique du langage écrit. Donc c'est tout ce qui va être les troubles de la lecture, difficultés d'apprentissage de la lecture, difficultés sur le plan de l'orthographe. Donc ça, les personnes les plus compétentes pour évaluer ça, c'est bien évidemment les orthophonistes. Après, il y a la dysphasie. La dysphasie, c'est le trouble spécifique du langage oral. Donc ça, c'est les enfants, les personnes, je dis les enfants, mais c'est pas... Ça se diagnostique le plus souvent durant l'enfance, mais ça peut se diagnostiquer à l'adolescence et aussi à l'âge adulte. Donc la dysphasie, c'est le trouble du langage oral. Ce sont les personnes qui ont des difficultés, par exemple, pour s'exprimer oralement ou pour comprendre le langage oral. Ensuite, on a ben, la dyspraxie. La dyspraxie, ça va être le trouble développemental des coordinations. Donc c'est tout ce qui va être les, les- les- les troubles liés à la motricité, au raisonnement visio-spatial, au raisonnement de tout ce qui est lié au corps, voilà, la motricité. Là, c'est vraiment les psychomotriciens notamment qui sont particulièrement compétents pour évaluer les différents troubles développementaux des coordinations. On a aussi la dysgraphie, qui est souvent une conséquence de la dyspraxie. Quand il y a un problème de motricité fine, bah, l'utilisation du crayon, elle n'est pas bonne. Donc, on peut avoir parfois des enfants, des sujets qui ont une dysgraphie seule, trouble du geste graphique. Et on a aussi la dyscalculie, qui est parfois appelée le trouble des habiletés mathématiques, le trouble des activités numériques. Il y a plein de noms, alors qui est rarement isolé, la dyscalculie, qui est souvent une conséquence d'autre chose. On va dire que ça va toucher tout ce qui va être le plan logico-mathématique. Donc ça, c'est la grosse catégorie des troubles 10. Ensuite, on a le TDAH. TDAH, bah, c'est le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, dont on parle beaucoup, qui est un trouble qui est très médiatisé. Voilà. Et puis, on a le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, hein. Principalement, on va dire qu'il y a deux axes, deux jambes, le trouble du spectre de l'autisme. Il y a ben, d'abord les personnes, donc, la première jambe, c'est le trouble de la communication et des interactions sociales. Et la deuxième jambe, ça va être les comportements, les difficultés sur le plan du comportement, les activités et les intérêts restreints. Voilà, et le dernier trouble du neurodéveloppement, c'est ce qu'on appelle bah, le trouble du développement intellectuel, parfois anciennement appelé la déficience intellectuelle. Donc D'accord. voilà ce que sont principalement les troubles du neurodéveloppement. Mais nous, on ne fait pas que des bilans de troubles du neurodéveloppement, parce qu'on fait aussi des bilans plus généraux, qui peuvent être liés à la mise en place, par exemple, de dossiers MDPH, dans le cadre de troubles 10 déjà diagnostiqués ou de troubles du neurodéveloppement déjà diagnostiqués. Et on fait aussi des évaluations sur le haut potentiel intellectuel. Je rappellerai D'accord. juste que le haut potentiel intellectuel, c'est pas un trouble, hein, c'est absolument pas un trouble du neurodéveloppement, c'est pas un trouble du tout. Et le seul élément qui permet vraiment d'objectiver un haut potentiel intellectuel, ça reste le test de QI. C'est le seul outil qui permet de le mettre en évidence. D'accord. Alors, du coup, j'ai une petite question, je sais pas si vous aurez la réponse ou pas, mais c'est une question donc, qui me trotte dans la tête. Est-ce que ces troubles sont liés à quelque chose de génétique ou c'est juste pas de chance ou comment
d'où ça vient? Est-ce que c'est pour tous la même origine ou pas du tout? Est-ce qu'on sait un petit peu comment ça se développe et pourquoi ça se développe? C'est principalement génétique, ouais. On voit qu'il y a, D'accord, il y a des corrélats génétiques qui sont très, très nets, hein. Il y a par exemple, quand les deux parents sont déjà dyslexiques, bah, il y a une forte probabilité que leurs enfants soient aussi dyslexiques. Donc oui, d'accord, on est clairement des hypothèses qui sont vraiment prégnantes sur le plan génétique. Il y a d'autres hypothèses, hein, qui peuvent être mises en évidence, mais après il y a un débat sur ce sujet parce que, bah, par exemple, si l'enfant dans sa vie, il a eu, problématique autre, extérieure, je sais pas, un traumatisme crânien ou ça peut arriver, hein, des pathologies au niveau du cerveau, bah, parfois, certaines personnes disent: «On ne peut pas parler de trouble 10 parce que» enfin pardon, on peut parler de trouble du neurodéveloppement. Parce qu'un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble lié au développement du cerveau et donc s'il y a eu, un accident extérieur, bah, on ne peut pas savoir si c'est neurodéveloppemental. Ça peut être quelque chose d'acquis, lié à l'accident qu'il y a eu. Donc là, il y a toujours un débat un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diagnostique? Est-ce qu'on diagnostique pas? Bon, mais ça, ce sont d'autres débats, quoi. d'accord. Du coup, pour des parents, question délicate là. Du coup, si on sait par exemple, voilà, il y a un parent qui est déjà dyslexique, pas le deuxième, est-ce que du coup on se dit, bon, il y a 50% de chances que notre enfant soit dyslexique? Est-ce que du coup c'est quelque chose qu'on peut prendre très tôt, qu'on peut voir en fait rapidement et du coup qui peut être accompagné très tôt et qui va du coup bien se passer? Euh, ouais, enfin, je me dis, si, et puis pour les parents peut-être qui ont déjà vécu toute leur vie sans jamais avoir détecté un trouble, bon, là pour le coup dyslexique, je pense que ça se remarque assez vite. Mais pour d'autres choses, peut-être qu'on Obligatoirement. peut. Ouais, voilà. Enfin, je me dis peut-être que des fois, on peut passer un peu entre les mailles du filet, avoir réussi à s'adapter sans jamais avoir vu qu'on avait un trouble quelconque. Et puis, du coup, on devient parent. Et puis, en fait, on voit que notre enfant a une problématique qu'on n'avait pas décelée chez nous, qui finalement fait un peu écho aussi. Enfin, je me dis, voilà, pour les parents, ça doit être assez compliqué aussi d'avoir ce genre d'informations, de se dire, mais du coup, c'est génétique, donc en fait, est-ce que c'est de ma faute? Enfin, il y Ah ben a non! tout un truc aussi autour qui est pas évident, quoi. Bah, faut pas culpabiliser. Après, il y a des éléments génétiques, ils sont présents, il faut les prendre en considération. Après, c'est pas que du génétique, il y a aussi d'autres facteurs qu'on a un peu plus de mal à quantifier. Après, vous parliez des prévalences, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont porteurs de ces troubles. Alors, moi, je suis toujours un peu embêté quand on parle de prévalence, parce que quand on regarde un petit peu dans la littérature scientifique les différentes prévalences, heu, il y a un peu de tout. Par exemple, alors je sais pas de mémoire, quand on dit les troubles 10, ça touche entre 8 et 20 des enfants. C'est vraiment énorme, c'est du simple au double, quoi. 8 et 20 des enfants, ça dépend des pays, ça dépend de la manière d'aborder les choses. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir le nombre exact de pourcentage de personnes qui sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement. En tout cas, c'est pas insignifiant. Ok. Indéniablement, il y a vraiment sont vraiment des troubles qui sont présents. Parfois on dit, c'est, 2 à 3 enfants ou 4 enfants par classe. Ça peut être beaucoup d'enfants par classe, mais toujours ça, c'est à prendre vraiment au conditionnel. Alors et bon, oui, il y a une part de génétique. Ça, c'est vrai que c'est la part de génétique, elle est présente. Ce qu'il faut voir aussi, ce qu'on constate, c'est, alors oui, il y a de plus en plus d'enfants 10, il y a de plus en plus d'enfants hyperactifs et il y a de plus en plus d'enfants au potentiel. OK. Alors en fait, il y en a pas plus qu'avant. Il semblerait qu'il y en ait pas plus qu'avant, mais c'est et puis aussi des enfants autistes. Il y a beaucoup plus d'enfants autistes qu'avant. Non, il n'y a pas plus qu'avant, c'est juste qu'on les dépiste mieux, on les dépiste plus facilement et deuxièmement, c'est beaucoup plus médiatisé, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'on en parle, donc les parents, sont et les enseignants aussi, hein, sont au courant de ça, et l'offre de soins, elle est aussi plus importante. Donc il y a vraiment une vraie démarche, dans la recherche diagnostique pour aider ces enfants-là, mais il y en a pas plus qu'avant. Théoriquement, il devrait pas y en avoir plus qu'avant. Hmm, OK. d'accord. Après la culpabilisation de se dire: «Mais moi je suis dyslexique ou je suis porteur d'un trouble du neurodéveloppement, mon enfant là aussi», alors OK, en général, la détection des troubles, elle passe principalement par 3 étapes. La première étape, c'est, déjà, il faut repérer. Repérer les signaux, en général, ça va être principalement les parents, souvent, qui vont repérer, bah, tiens, pour son âge, il parle mal, pour son âge, il a des difficultés à écrire, à dessiner, à lasser ses chaussures, la marche a été longue, il a du mal à faire du vélo, il a du mal à gérer ses émotions, il est frustré, bon. Donc ça peut être les parents qui repèrent des signaux, un petit peu comme ça, de manière, en observation. Ça peut être aussi, les signaux qui sont observés par rapport aux autres enfants.
Par exemple, le grand frère, la grande sœur. On a un grand, le grand, ça marchait pour lui, puis le petit ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On essaie d'en savoir un peu plus, donc on compare avec la fratrie et s'il y a pas la fratrie, ça peut être, la comparaison avec les enfants de la crèche, la comparaison avec les enfants de la maternelle ou la maîtresse qui veut voir les parents souvent parce qu'elle se pose des questions. Donc ça, c'est pareil, il faut écouter, la maîtresse se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est la 1re étape, donc c'est repérer. Après, il faut s'organiser. S'organiser, c'est que, bah, après, il faut commencer à mettre en place des choses, prendre rendez-vous, avec des professionnels, essayer de trouver des rendez-vous. Les délais sont souvent très longs. Donc ça c'est, souvent la 1re étape. Après, la 2e étape, ça va être le dépistage. Le dépistage, là, il y a tout un protocole à suivre, alors qui est pas, officiel, mais quel est le protocole qui me semble, moi, le plus pertinent? Ça va être en premier, alors avant de se poser la question d'un éventuel trouble du neurodéveloppement, il faut d'abord s'assurer que les informations, elles sont bien traitées, captées par les organes des sens. Pour moi, à mon sens, les 3 bilans premiers à faire, qui parfois ne sont pas toujours faits, c'est en un l'ophtalmo, tout simplement, hein. Il faut vraiment, s'assurer que, la vision est bonne. En 2, c'est un ORL. Il faut s'assurer que l'enfant entende bien. On ne peut pas se dire qu'il a des soucis de langage oral ou de prononciation tant qu'on ne s'est pas assuré qu'il entendait bien. Et le 3e, c'est vraiment, je pense, l'orthoptiste. L'orthoptiste qui est un professionnel paramédical qui travaille sur tout ce qui va être notamment le balayage visuel, détecter les strabismes, tout ce qui va être la formation perçue par la vue. À mon sens, ça reste les 3 bilans principaux à faire dans un premier temps, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Une fois que ces bilans sont faits, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais alors c'est pas que je prêche pour ma paroisse, mais il me semble, ouais, il me semble, c'est un avis personnel, il me semble qu'il faille commencer peut-être par un bilan QI, voire éventuellement neuropsychologique. Pourquoi? Alors le test de QI, il ne faut pas imaginer ça comme un test d'évaluation que du QI. Ça évalue certes le QI, on discutera éventuellement sur un autre podcast de ce que Mmh. c'est que le QI et de Ouais. tout ce sujet-là, si vous le voulez. Mais le test de QI, c'est une évaluation du fonctionnement cognitif. Ça évalue plusieurs domaines. Ça évalue le langage oral, ça évalue les aptitudes spatiales, motrices, la logique, la mémoire de travail, la vitesse de traitement visuel. Donc ça permet de balayer large. En fait, c'est le haut de l'entonnoir. Ça donne vraiment une vision un peu générale du fonctionnement de l'enfant, de l'adolescent. Et éventuellement, ça va soulever des hypothèses. Tiens, tel enfant, on voit que les aptitudes verbales, par exemple, l'indice de compréhension verbale, il est faible par rapport à ce qu'on attend pour son âge. On est sur une courbe de Gauss, hein, par rapport à ce qu'on veut pour les autres enfants du même âge ou les autres adolescents du même âge chronologique. Ça questionne, ben, ça serait peut-être intéressant de mesurer ça un peu plus en détail avec un bilan orthophonique, par exemple. Et donc c'est là que rentrent les 2e types de bilans qui sont les bilans un peu plus spécifiques. Donc ça va être bilan orthophonique, langage oral, langage écrit, aptitude logico-mathématique par exemple, ou psychomotricien, la motricité, l'aspect spatial, le schéma corporel, la temporalité, ou d'autres bilans, bilan ergo, d'autres types de bilans. Et donc en fait, ce qu'il faut toujours retenir, c'est que dans la pose d'un diagnostic du trouble du neurodéveloppement, principalement les troubles 10 là en l'occurrence, ça va être vraiment un regard pluridisciplinaire. C'est pas moi tout seul dans mon bureau suis sûr et certain de ce diagnostic-là. J'ai une observation qui me soulève des hypothèses. Je suis toujours dans l'hypothèse. J'ai besoin de l'avis de mes collègues, orthophonistes, psychomotes, etc., pour préciser. Et donc après, c'est la coordination, la concordance, on va dire, de toutes ces observations qui va permettre d'avoir une ou des véritables hypothèses diagnostiques. D'accord. Donc une fois que ça s'est mis en place, il y a la 3e étape, et là c'est l'étape du diagnostic officiel. En France, ce sont les médecins qui posent diagnostic. En général, c'est principalement surtout des médecins spécialisés tels que neuropédiatres ou pédopsychiatres qui sont spécialisés surtout le neuropédiatre qui va être plus spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, mais ça peut être aussi d'autres médecins pour certains autres troubles, le pédiatre, le généraliste ou le médecin scolaire par exemple, dans certains cas particuliers. D'accord. Ok, donc oui, il y a beaucoup d'étapes quand même intermédiaires avant d'arriver au bilan. Et du coup, le premier, et c'est vrai que dans beaucoup de cas autres que les troubles du neurodéveloppement, ça va être l'observation finalement des parents et de voir un petit peu ok, comment ils réagissent dans l'environnement, ce qui se passe. Donc oui, en fait, finalement, la première étape, c'est déjà d'observer. Et ensuite, je trouvais que c'était un bon conseil de commencer par l'ophtalmo, de voir un petit peu déjà si tout fonctionne comme il Ah faut, ouais. avant d'aller chercher vraiment des grosses problématiques qui peuvent être un peu plus compliquées. C'est mon point de vue. Avant de se questionner sur un 10 quelque chose, on s'assure que bah, l'information, elle est bien captée par les organes des sens.
comment on peut lire si on a un problème de vue, comment on peut avoir des relations sociales, des discussions avec des copains si on a des soucis auditifs. Mais je rencontre encore aujourd'hui des enfants et des adolescents qui viennent pour des bilans complets du neurodéveloppement, enfin, d'hypothèses de recherche de troubles du neurodéveloppement, mais qui n'ont jamais vu, ou l'ophtalmo, ils l'ont vu quand ils étaient en CP ou Ouais. il y a 10 ans, l'ORL, il y en a jamais vu, ils en ont jamais vu, l'orthoptie non plus. Donc, bah, avant de me dire que c'est un 10 quelque chose ou un trouble, bah, il faut d'abord s'assurer que, ça Tout marche bien, quoi. fonctionne bien. Ça Bah ouais. fonctionne, c'est ça, ouais, c'est ça. Super. Donc, on a parlé que vous faisiez des bilans. Donc, il y a des bilans psychométriques et neuropsychologiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de ces bilans, à quoi ils servent et comment ils sont faits? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait ce bilan? Alors, un bilan, en fait, chacun, il y a pas de recette toute faite. Ok, Parfois, ce qu'on appelle un bilan psychométrique, ça va être un test de QI. Souvent, c'est le terme un peu générique pour parler de test de QI. Il faut que vous fassiez, par an, voilà, faut que vous fassiez un test de QI. OK. Comme je vous l'ai dit, le test de QI est bien, c'est un test qui est, indispensable et utile parce que ça permet de balayer large. Je précise aussi que c'est un test qui est indispensable dans le cadre de la, pour monter un dossier MDPH, hein, d'accord. pour reconnaître un handicap, parce qu'il faut je j'ai pas précisé, mais les troubles du neurodéveloppement, ça fait partie du champ du handicap. On est dans le champ du handicap. Donc le bilan psychométrique peut être est indispensable pour les bilans, mais le bilan neuropsychologique va être, à mon sens, enfin, comment moi je l'envisage, ça va être un bilan qui va évaluer d'autres choses, d'autres composantes cognitives, en plus du test de QI. Par exemple, le test de QI n'évalue pas la mémoire épisodique. Il n'y a pas de test dans le test de QI qui évalue la mémoire à court terme, à long, enfin, la mémoire verbale à court terme, à long terme, la mémoire spatiale à court terme, à long terme. Ça mesure la mémoire de travail, qui n'est pas une mémoire, mais qui est une fonction exécutive. Bref, ça ne mesure pas en détail l'attention et la concentration dans le détail. Ça mesure un indice qu'on appelle l'indice de vitesse de traitement visuel, voilà. Mais les aptitudes d'attention auditive, d'attention soutenue, ça ne les mesure pas en détail. Donc, le bilan neuropsychologique, c'est un bilan qui va évaluer d'autres composantes cognitives en plus du test de QI. Donc en fait, il reprend pas des questions qui ont été faites dans le premier bilan. C'est vraiment deux bilans différents, mais qui peuvent se compléter. Ah, c'est pas que c'est deux bilans différents, c'est des outils qu'on va utiliser. D'accord. Comme je dis, il y a pas de recette toute faite. C'est-à-dire que, alors, je vais préciser, un test de QI, ça doit se passer de telle manière. Il n'y a pas 50 manières de passer une épreuve de QI, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, la WEPSI, WPSI pour les petits de 2 ans jusqu'à 7 ans et demi, le WISC pour les enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans et 11 mois, et la VICE pour les personnes de 16 ans jusqu'à 79 ans. Donc, une manière très particulière de passer les tests parce que les normes statistiques, l'étalonnage du test a été fait de telle manière. On ne peut pas modifier les choses. Donc, il faut proposer les épreuves dans un ordre particulier, et normalement, il faut le faire en une seule fois. D'accord. Quand on commence le test de QI, il faut le finir. Ça Donc, le dure test de combien de QI, temps? ça peut durer entre on va dire, je sais pas, ça dépend, entre 1 heure et quart et 2 heures. Ça peut être assez long. Une fois que le test de QI est fait, on peut après proposer des épreuves complémentaires. Par exemple, moi, je propose toujours un peu les mêmes épreuves. Je mesure l'épreuve de perception sociale, de mémoire, je l'ai dit, d'attention-concentration, de fonction exécutive. Voilà. Ça me permet d'avoir une vision vraiment plus complète du fonctionnement et surtout de soulever éventuellement des hypothèses. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de recette toute faite, c'est parce que ça va dépendre de la demande. Les parents qui viennent pour faire un bilan, ils viennent parce qu'ils ont une suspicion de quelque chose et ils ont besoin d'avoir des réponses à cette suspicion. Et donc, ben, si le premier enfant, c'est telle suspicion, je vais utiliser ces tests-là parce que j'ai besoin de préciser cette suspicion-là. Si c'est un autre enfant, ben, c'est une autre hypothèse, je vais préciser d'autres choses. Et puis, il peut y avoir aussi, c'est assez fréquent, parents qui viennent parce qu'il y a une suspicion de telle chose, un tel trouble 10 par exemple, et que lors du premier entretien d'enquête, l'entretien d'anamnèse, il y a des nouvelles hypothèses qui arrivent, ou lors de la passation des tests, j'ai moi des hypothèses qui viennent parce que l'enfant chute sur certaines épreuves où j'ai peut-être besoin d'en savoir un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de connaître ces outils, de D'accord. connaître les outils qu'on a, et avoir toujours dans sa tête, ok, il y a cette difficulté, tiens, je vais proposer cet exercice après pour voir si ça précise cette difficulté et si ça confirme dans mon hypothèse. Par exemple, dire, bah, écoute, tu as tes difficultés sur ça, peut-être faire un bilan chez un autre spécialiste, un psychomotricien, ou évaluer d'autres choses. Et D'accord. aussi, dans le bilan neuropsychologique, alors, encore une fois, je parle pour moi, ce que je fais, c'est que je propose aussi des questionnaires.
là, en l'occurrence pour les adolescents souvent, des questionnaires qui sont liés à des choses plutôt affectives, des échelles d'évaluation des symptômes dépressifs, des échelles d'évaluation de symptômes anxieux. Voilà, je peux proposer ça aussi. D'accord, donc en fait, donc pour les gens qui sont à l'extérieur de ça, qui n'avaient pas cette information, en fait, c'est pas des bilans tout faits. C'est vraiment en fonction. Alors, pour le test de QI, il y a quand même un peu une norme à respecter, mais Ouais. disons que ça va pas être tout le temps les mêmes questions. Il n'y a pas vraiment un Si, questionnaire avec les questions et le un test de QI, questionnaire c'est avec le les... même. Le Ok, test de QI, c'est exactement les mêmes épreuves dans le même ordre, c'est les mêmes questions. En fait, ce d'accord. qu'il faut savoir du test de QI, sans trop rentrer dans les détails parce que ça pourrait être très très long, c'est que c'est exactement les mêmes questions qui sont posées aux enfants de 6 ans. Prenons le WISC, le test qu'on propose aux enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans et 11 mois, 17 ans. C'est exactement les mêmes épreuves, dans le même ordre, c'est les mêmes questions. Sauf que comme les questions, les items sont censés être de plus en plus difficiles à chaque question, théoriquement, on s'attend à ce qu'un enfant de 16 ans chute à l'épreuve beaucoup plus loin qu'un Oui, enfant de 6 ans. d'accord. Voilà. Et après, par rapport au nombre de points qu'on additionne, bon, par rapport à des statistiques, on regarde, on a une note générale, une note sur 19, qui permet de mesurer par rapport toujours à cette courbe de Gauss, comment se situe l'enfant, est-ce qu'il est dans le niveau attendu, est-ce qu'il a une faiblesse, est-ce qu'il a un point d'appui, par exemple. Mais le D'accord. test de QI, c'est le même test qu'on propose toujours dans le même ordre. Ok. Et pour du coup le neuropsychologique? Bah, le neuropsychologique, c'est une recette qu'on fait en prenant en général souvent un test de QI quand il n'a pas été fait, hein. Et après, chacun, on fait, bah, tiens, on va proposer telle épreuve, telle épreuve. Donc, c'est un peu comme un test de QI un peu plus complet. C'est pas bien de dire ça, mais on évalue plus de choses. D'accord. Sachant qu'il faut préciser qu'une fois qu'un test de QI a été fait, on ne peut pas le refaire avant 2 ans. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que D'accord. le test de QI, il est fait, il y a des résultats qui sont mis en évidence. Bah, même s'il y a eu des problématiques lors de la passation du bilan, on doit attendre 2 ans avant de le refaire. Donc il Pourquoi arrive 2 ans? par... Parce que sinon, il y a un effet de test-retest. C'est-à-dire que si je vous propose un test aujourd'hui, je vous fais faire un test avec des cubes, avec des images et tout ça, et que la semaine prochaine, je vous propose exactement le même test. C'est-à-dire, ah ben ça, je m'en rappelle, je me Ouais. suis trompé ici, là, j'ai pas me trompé cette fois-ci. Donc ça invalide totalement la passation du test. Donc en fait, ils partent du principe qu'en 2 ans, on a le temps d'oublier? C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a le temps d'oublier. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que le test de QI, c'est pas un test qu'on rate. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune adulte qui voulait qui avait une suspicion de haut potentiel intellectuel, qui a fait le test, mais elle se sentait pas en fait. Elle avait terminé le test, les résultats lui convenaient pas. Elle disait j'ai le sentiment d'avoir raté le test. En fait, on rate pas son test. C'est pas un test qu'on passe ou qu'on passe pas. Le haut potentiel, c'est pas un truc c'est pas un challenge qu'on doit avoir. Un test de QI, c'est comme un thermomètre. Ouais. Vous ratez pas, à part si vous utilisez mal un thermomètre ou sur la plage en plein cagnard, vous n'allez pas rater le test en fait. Donc c'est surtout ça. Il y a des gens, ils ont l'impression, surtout dans la recherche du haut potentiel, que c'est un test qu'on doit absolument réussir. Non, c'est pas un test qu'on réussit ou qu'on rate. C'est une photographie, un instant donné du fonctionnement de la personne. Valable 2 ans chez les enfants et les ados. Est-ce que ça veut dire que du coup, le test, si on le refait 2 ans plus tard, on peut avoir un résultat différent? Alors, ça va dépendre de l'âge. Voilà. Ce qu'on voit au niveau des recherches scientifiques, c'est que chez les enfants petits, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il peut y avoir une modification, parfois des normalisations. Alors quand je dis normalisation, c'est que ça se rapproche de la moyenne générale de la maximum de la population. On peut avoir parfois quelques petites normalisations des performances générales. Quand on D'accord. n'est pas en recherche de troubles du neurodéveloppement nécessairement, on peut avoir une normalisation. Par exemple, un enfant qui va avoir une identification de haut potentiel, donc un QI total supérieur ou égal à 130 à l'âge de 3 ans ou 4 ans, il est possible, pas obligatoire, hein, mais il est possible qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans ou même plus tard, les performances soient normalisées, c'est-à-dire elles vont se rapprocher de 100, qui est le niveau, la moyenne. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est grosso modo vers l'âge de 12 ans, en moyenne, que le QI qu'on mesure va être globalement le QI qu'on aura toute sa vie. Parce que le QI, de toute façon, se tient dans le temps. Pas au point près, mais ce qu'on voit, c'est quand même c'est quelque chose, c'est une évaluation qui reste fiable. On peut critiquer, on pourrait ensemble discuter du test de QI et voir toutes les critiques qu'on peut mettre en évidence, mais le QI, le test de QI et le score de QI est corrélé avec de nombreuses choses, et notamment la réussite scolaire. D'accord. C'est hyper intéressant. Trop bien. Merci Ah, le beaucoup. sujet du QI est très intéressant. Ouais, On va pouvoir peut-être faire un épisode là-dessus finalement. ouais, si vous voulez, ouais.
Très bien. Du coup, quelles sont les prises en charge qui existent pour accompagner les familles? Parce que, donc, ce mois-ci, on parle du handicap sur le podcast. J'ai pu échanger avec différentes personnes, que ce soit des parents ou des ados, mais beaucoup, je l'ai vu avec le relais des aidants, Hmm. où effectivement il y a énormément de choses qui existent, d'associations, d'acronymes, de choses complètement dingues. Moi j'étais complètement perdue là-dedans et je me suis dit mais comment ça se passe pour quelqu'un qui arrive au début avec le diagnostic de son enfant, par où il commence, qu'est-ce qui se passe, et on a l'impression qu'ils sont un peu finalement seuls face à cette jungle. Du coup, voilà, est-ce que vous avez connaissance de prise en charge pour accompagner les familles? Comment ça se passe, vous, de votre point de vue? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Alors, vous l'avez dit, Sarah, les associations restent des structures qui sont toujours à la pointe et qui sont vraiment des aides concrètes pour les familles. Moi, je travaille notamment avec une association qui est l'association Oasis, qui est du côté de Coutras, avec sa présidente Arabelle Brognoli, avec qui on a beaucoup d'échanges et avec qui on travaille. On travaille vraiment beaucoup tous les deux. Et c'est une association qui s'occupe d'enfants porteurs notamment de troubles du neurodéveloppement, du TSA, etc. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'association AA10, qui est en Charente, la Nicole Bardot, qui fait aussi un travail formidable pour aider les familles. Donc les associations, ça reste vraiment des interlocuteurs de choix quand on a eu un bilan et qu'on a des diagnostics de poser, qu'on a besoin d'aide concrète. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on propose? Quelles sont les personnes ressources de ma région? Moi, j'invite vraiment les personnes à contacter les associations. Après, pour les prises en charge qu'il peut y avoir aussi, ça va être toutes les prises en charge médicales et paramédicales. Donc ça va dépendre des troubles qui sont mis en évidence. Parce que, en l'occurrence, là, on a parlé des troubles 10, plus principalement là, Ouais. tout à l'heure. On n'a pas parlé des autres troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH, le Mm. trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui n'est pas un trouble 10, qui est aussi un trouble du neurodéveloppement, mais qui est un trouble lié cette fois-ci à des soucis dopaminergiques, des soucis de dopamine dans le cerveau, dans les situations de déplaisir et de stress. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des recommandations pour le TDAH, il y a principalement trois choses à mettre en place. Donc souvent, on recommande la mise en place de la médication par méthylphénidate. Donc vous savez, tous les médicaments tels que la Ritaline, le Métikinet, le Quasi ou le Concerta. Mais on peut aussi proposer deux autres choses. On peut proposer des thérapies cognitives et comportementales pour les enfants, par exemple, pour les jeunes adultes ou pour les adolescents. Et aussi, on peut proposer ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, parfois appelés les programmes Barclay pour les familles, qui peuvent permettre aussi d'aider l'enfant et la famille. Donc les prises en charge, après, elles sont multiples. Ça peut être des thérapies familiales. Au sein de l'IRLES, on propose des thérapies familiales, par exemple. Ça peut être aussi des prises en charge individuelles, de la psychothérapie, et puis y avoir aussi d'autres prises en charge, plein de choses. On peut faire de l'équithérapie, de la sophrologie, du yoga, de la médiation animale. On peut faire plein de choses. Donc elles sont multiples. Moi, vraiment, je conseille vraiment les associations. Ça reste vraiment, pour moi, à mon sens, central. Et puis après, il y a toute la partie administrative, c'est-à-dire que quand on veut monter des dossiers de reconnaissance d'handicap ou la mise en place d'aménagements pour les examens, ben, c'est souvent le parcours du combattant. Donc les assos sont là aussi pour ça. Mais on oublie aussi souvent les assistantes sociales peuvent être d'une grande aide pour tout l'aspect administratif, monter les dossiers. Voilà, il faut penser aussi aux assistantes sociales qui font un travail aussi formidable. Super, bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que oui, hein, en échangeant avec les parents, ça avait l'air vraiment d'être le parcours du combattant. Et puis on voit en fait, tout à l'heure, une maman me disait, mais on n'a pas d'endroit où tout est rassemblé pour vraiment y voir plus clair. Et donc souvent, j'entendais du coup les parents dire: ah bah moi j'ai découvert l'équithérapie, ça marche super bien. Ah bah moi j'ai essayé ça, bah moi j'ai essayé ça. Et c'est vrai qu'on se disait waouh, ok, donc en fait quand t'arrives là-dedans, t'es un peu noyé d'informations et à la fois c'est aussi à toi d'aller chercher finalement bah, l'aide dont t'as besoin, quoi. Et donc effectivement, je trouve ça un peu dur psychologiquement, je pense, pour les parents qui déjà bah, ont le choc du diagnostic de l'enfant. Ça bouleverse un peu tout le quotidien familial. Et puis finalement, ils doivent encore aller se battre pour chercher des informations et comprendre un peu les rouages du système. Mais il y a des centres ressources. Il y a par exemple le centre ressources autisme à Bordeaux, à
l'hôpital de Bordeaux, à Charles-Perrin, ça reste un centre ressources extrêmement, pointu sur les troubles du spectre de l'autisme. Le CREDA, par exemple, ça reste un centre ressources. Vous avez les CMP, les CMPEA, les centres médico-psychologiques d'adolescents. Ça, ce sont des centres ressources qui sont pointus et qui ont les équipes. Le souci, c'est que c'est souvent les délais. Bien Mmh. qu'effectivement, ce sont des centres qui, sont publics, et c'est très bien, mais les délais sont parfois très, très longs pour avoir des rendez-vous parce qu'il y a énormément de demandes. Donc c'est souvent le parcours du combattant parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute. Et en général, dans le cadre du libéral, le médecin qui chapeaute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent le neuropédiatre. Neuropédiatre, pédopsychiatre, reste le médecin qui peut coordonner les soins, poser des diagnostics. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il est nécessaire de rencontrer ce type de médecin pour justement poser les diagnostics et voir ce qu'on peut proposer. D'accord. Oui, donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution mystère à ce circuit à l'intérieur de tout ça. Il faut y Avoir du réseau, aller et ouais. avoir Oui, du et puis réseau, se finalement, renseigner. peut-être trouver une bonne association qui a beaucoup d'informations et qui peut être un grand moment ressource aussi pour y voir peut-être un peu plus clair aussi, quoi. Et puis les associations de répit aussi, par exemple pour les enfants porteurs de TSA, de troubles du spectre de l'autisme, les associations de répit, il y a la Calmi, j'en connais plein. Ce sont des associations qui permettent justement, quand avoir un enfant qui est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être extrêmement compliqué pour la famille, pour les parents. Donc avoir un endroit où on peut laisser son enfant pour que une après-midi, il puisse être avec d'autres enfants, on s'occupe de lui, et les parents peuvent souffler un petit peu, ça n'a pas de prix. Donc voilà, il y a vraiment les assos, l'Oasis, la Calmi, toutes ces associations-là peuvent être vraiment extrêmement importantes. D'accord. Bon, ça sera intéressant, je pense, en description de l'épisode, on en citera quelques-unes. Ouais, Peut-être pour une pour chaque trouble, comme ça, au moins on aura peut-être fait notre petite pierre à l'édifice pour la recherche très bonne d'informations. initiative. Voilà, et donc on arrive à la question justement pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que ça peut être des personnes comme moi qui du coup peuvent être sensibilisées justement au sujet, d'autres personnes qui peuvent venir de découvrir le diagnostic de leur enfant ou des personnes qui sont déjà dans ce parcours du combattant. Donc vous pouvez avoir 3 messages à donner si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Bah là, quand on parlait tous les deux, là, il y en a un qui m'est venu, c'est déjà l'idée du handicap invisible. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes encore, malheureusement, les personnes pour lesquelles on voit rien, elles ont l'air Ouais. d'être normales, sont handicapées. Bah non, il y a des handicaps invisibles. La dyslexie, le trouble difficile de l'attention, c'est un handicap invisible. Comme des troubles psychiatriques, ce sont des handicaps invisibles. Donc déjà, c'est un message de tolérance. Il faut pouvoir accepter qu'une personne, parce qu'elle marche bien et qu'elle peut s'exprimer normalement, elle peut être porteuse d'être en situation de handicap. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, je dirais que il faut pas attendre. Il faut pas attendre parce que parfois, souvent, quand il y a des enfants petits qui font des bilans, le retour des psys ou de la personne ou même de l'instit, c'est bon, ben, on attend, il va y avoir un déclic. En fait, d'où il va y avoir un déclic? C'est quoi le déclic? Il vient quand? À quel âge? Et si à 20 ans, il n'y a pas de déclic, on fait quoi? Voilà, donc moi, je ne suis pas du tout partant sur le fait de dire qu'il faut qu'il y ait un déclic, parce qu'il y aura peut-être jamais de déclic, en fait. Le déclic, les maturités, alors l'aspect psycho-affectif, c'est autre chose, mais il n'arrive pas bien à lire, il a des difficultés de lecture parce qu'il est immature. Alors, s'il est dans une phase d'apprentissage de la lecture en début du CP, OK, pas de problème. Mais si, en CM2, il est immature, il a des difficultés à lire parce que c'est de l'immaturité, non, il n'y a pas d'immaturité, de lecture en CM2. Non, il faut faire des bilans, il faut poser les choses, il faut mesurer les choses de manière objective par des tests qui sont fiables, normés, et à partir de là, on voit ce qu'on peut proposer. Donc voilà, toujours les bilans objectifs et si possible, le plus vite possible, dans la mesure du possible, avec tous les délais qu'on peut tous avoir, nous les paramédicaux en libéral ou dans les structures publiques, toujours le plus vite essayer le plus vite possible pour éviter que les troubles ne s'enquistent et qu'après ça se transforme en échec scolaire, par exemple. Donc faut mettre en place ces choses assez rapidement, ouais. D'accord, super message, merci beaucoup. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et si on a envie de faire un bilan et quels sont les délais d'attente? Alors, pour nous contacter, c'est simple, c'est principalement par notre site internet, c'est www.irles-aquitaine.fr. Sachant que là, ben, on a, au sein de l'IRLES, maintenant, on est plusieurs collaborateurs, ce qui fait que, beh, il y a plusieurs antennes, hein, pour faire les bilans. Il y a une antenne sur Mérignac,
Et on était sur Gradignan, sur La Trenne, sur Florac, sur Saint-Émilion, sur Aigues-Mortes-les-Graves à côté de Martillac. Donc on a, comme ça, on est toute une équipe à pouvoir proposer des bilans. Donc sur le site internet, il faut tout simplement remplir un formulaire de contact. Il ne faut pas téléphoner parce que les prises de demande de bilan par téléphone, elles ne se font pas. Et après, au niveau des délais, là, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est actuellement sur des délais d'environ 2 mois pour les bilans enfants, toutes les antennes confondues. Et pour les adultes, on a des délais qui sont plus courts parce que les demandes de bilan adultes sont un peu plus rares, enfin, il y en a moins par rapport aux enfants, puisque les enfants, c'est les demandes de bilan adulte-enfant tout mélangé, c'est en moyenne entre 8 et 12 par jour. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de demandes de bilan. Et donc les délais, c'est pour les adultes, c'est actuellement entre 15 jours et 1 mois. Donc ce sont des choses un peu plus rapides. Mais les demandes aussi qu'on rencontre par le biais du formulaire de contact, c'est des demandes de formation, d'inscription aux sessions de formation qu'on propose, puisqu'on fait aussi, moi je fais notamment des formations sur les troubles du neurodéveloppement, on en a parlé, donc les 10, le TDAH, le haut potentiel, hein. Il y a aussi des formations qui ont lieu à Bordeaux chaque mois, et aussi pour les demandes voilà, d'intervention. Tout se fait en général par le site internet. Ouais. D'accord, super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.